Bonjour David, Bonjour Mélina. on est ici pour parler d'un sujet assez important et merci beaucoup d'avoir ici. On va parler d'éco-design et comment on peut faire progresser éco-design pour atteindre les objectifs réglementaires. Très bien. Alors David, est-ce que tu peux parler nous un peu de ton travail chez Aliaxis? Oui, alors je suis David Bertel, je suis coordinateur environnement pour la division Europe du groupe Aliaxis. Donc Aliaxis, nous on est un fabricant de systèmes de gestion des fluides en matériaux de synthèse pour différents marchés. Donc on va avoir le marché du bâtiment, le marché de l'infrastructure, de l'industrie ou de l'agriculture, avec une présence mondiale et aujourd'hui environ 16 000 collaborateurs. Donc mon travail chez Aliaxis va concerner les sujets environnementaux, donc plutôt à l'échelle du produit. Donc on va avoir tout ce qui va être déclaration environnementale, donc ça peut être des EPD, des FDES, ainsi que tout ce qui va toucher à l'éco-conception de nos produits ou à des sujets comme les REP, les responsabilités élargies du producteur, qui sont aussi liés du coup à nos produits. Merci beaucoup. Et alors, l'éco-design est-il une approche efficace pour atteindre les objectifs réglementaires nationaux? Alors oui, pour nous, c'est aujourd'hui vraiment une démarche qui est indispensable si l'on souhaite respecter finalement les objectifs qui nous ont été fixés dans le cadre aujourd'hui de la RE 2020, donc qui a succédé à la RT 2012. Et cette réglementation, qui est entrée en vigueur en 2022, impose désormais de calculer l'empreinte carbone d'un bâtiment lors de sa conception, donc avec des seuils à respecter. À savoir que ces seuils évoluent dans le temps. Aujourd'hui, on était sur des seuils de 2022 et on va passer sur des seuils de 2025. Donc, pour effectuer en fait ces calculs, les bureaux d'études spécialisés ont besoin que nous, industriels, fabricants, nous communiquions des informations liées à l'empreinte environnementale de nos produits. Donc en France, ça va passer par la mise à disposition d'une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, donc ce qu'on appelle finalement la FDES, et c'est une analyse de cycle de vie qui est vérifiée par une personne habilitée par le programme. Euh, donc en France, ça va être le programme INIES. Alors dans ce document, dans cette FDES, on va avoir tout ce qui va être empreinte environnementale du produit, notamment l'empreinte carbone. Et l'objectif, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de mettre sur le marché des produits qui vont avoir une empreinte environnementale la plus faible possible pour permettre du coup à nos clients de respecter ces seuils de la RE 2020. Donc ça nous amène finalement assez naturellement à la démarche d'éco-conception, puisqu'aujourd'hui la FDES c'est vraiment l'élément l'élément final, finalement une sorte de preuve euh, du travail d'optimisation qui a pu être fait en amont dans le processus de développement produit. Bon, merci. Et alors, comment avons-nous ensemble mis en place cette approche éco-design, éco-conception, et quel rôle joue l'analyse des cycles de vie dans celle-ci? Alors c'est une démarche qu'on a commencé à mettre en place il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans, 12 ans, avec quand même une très forte accélération hein, depuis qu'on est passé de la réglementation thermique 2012 à la réglementation environnementale 2020. Euh, on a vraiment accéléré le déploiement de cette démarche. Euh, Finalement, on a procédé à une modification de notre processus de développement produit, de manière à ce qu'en fait, pour chaque nouveau produit, on va prendre en compte son empreinte environnementale dans toutes les phases de développement. Donc à chaque jalon, alors on va pas forcément dès le début avoir un calcul autour d'une analyse de cycle de vie, puisqu'on va pas avoir forcément encore de concept défini. Mais plus on va avancer dans le développement, plus on va demander à ce que un calcul soit effectué, à avoir des chiffres pour comparer. Alors, soit on va comparer notre nouveau produit à un produit plus ancien qu'on avait dans notre gamme,
dans le cadre d'un renouvellement produit. Soit ça nous permet aussi de comparer différents concepts entre eux, si on change des matières, un process, du packaging, ce genre de choses, ou on peut aussi se comparer à des produits qui sont déjà sur le marché lorsque cela est possible. Et pour avoir des chiffres, pour vraiment avoir de la donnée factuelle aujourd'hui, on articule cette démarche autour de l'analyse de cycle de vie. La finalité, c'est évidemment de mettre un produit sur le marché qui soit aligné avec les attentes de nos clients. Donc, finalement, le challenge, c'est de rendre possible ce calcul d'empreinte environnementale pour tous nos nouveaux produits, sachant qu'on a beaucoup de projets de développement produits en parallèle avec des équipes. Alors, on va retrouver des chefs de projet, des ingénieurs R&D, des dessinateurs. Et donc, l'idée, c'est de leur permettre de quantifier l'impact environnemental de leur projet en autonomie. Alors, pour y arriver, on a essayé différentes choses, différents outils. On est parti sur le développement d'un outil interne, donc qui utilise finalement Excel et une base de données reconnue en arrière-plan. L'intérêt de cet outil pour nous, c'est qu'aujourd'hui, il est facile à maintenir. On a entièrement la main dessus, facile à utiliser, puisqu'au final, dans l'entreprise, tout le monde est familier avec Excel. Là, c'est simplement des cases à remplir. C'est très rapide à compléter. Après, ça reste de l'analyse de cycle de vie simplifiée au maximum. Nous, on va se focaliser vraiment sur le choix des matières, les quantités de matières. On va avoir tout un aspect packaging aussi et toute la partie process. Donc, l'idée, c'est de ne pas ajouter en fait une surcouche complexe dans notre processus actuel. Après, l'intérêt d'un outil Excel et de ce type de démarche, c'est qu'on peut complexifier aussi dans le temps. Et alors, quel levier d'action on a identifié à travers ces processus? Alors, ce processus, cette démarche d'éco-conception et également tout ce qu'on réalise par la suite, FDES ou des EPD, ça nous a permis, en fin de compte, de déterminer qu'aujourd'hui, plus de 50% de l'empreinte carbone de nos produits vient de l'utilisation de la matière première. Et donc, c'est directement lié finalement à la masse de notre produit, donc au choix de la matière et à sa masse. Et on va retrouver après des étapes comme la partie production, la fin de vie et enfin tout ce qui va être plutôt transport et packaging qui là vont avoir un impact plus faible pour nos types de produits. Donc pour nous, à la fin, les leviers d'optimisation, ça va être de faire le bon choix matière, travailler sur des matières qui vont avoir une empreinte environnementale la plus faible possible. Ça va être également de réduire la masse au maximum sans évidemment toucher à la durabilité du produit. L'idée, c'est d'avoir un produit qui est si on est sur une optimisation produit, par exemple, les mêmes performances à minima que le produit précédent. Sachant que ce travail-là est déjà fait aussi dans le cadre d'une optimisation pour l'aspect plus financier. On pense aussi à la fin de vie de nos produits, c'est-à-dire à essayer de partir sur des produits qui vont être démontables, sur des matières qui vont pouvoir se recycler. Alors, c'est difficile de présager. Nous, on est sur des produits qui vont avoir des durées de vie très longues, plusieurs décennies. Donc, c'est compliqué de savoir comment sera la filière de recyclage dans 20 ans ou 50 ans. Mais on se base par rapport aux données qu'on a à l'heure actuelle sur le recyclage. Tout ça va finalement aussi impacter la partie fabrication. Moins on a de matière, potentiellement moins on va avoir de consommation lors de la fabrication. Et on cherche aussi évidemment à réduire nos flux de déchets, donc en optimisant au maximum
la, la réutilisation de nos rebuts en interne. Donc un bon levier aujourd'hui, c'est de regarder du côté, par exemple, de la matière recyclée ou des matières en ce qui nous concerne bio-attribuées. Merci, c'est vraiment intéressant. Et quels sont les obstacles et les opportunités liées à l'utilisation des matériaux recyclés ou biosourcés? Alors, il y en a un certain nombre. Si on prend la matière recyclée, déjà, on peut avoir éventuellement la question du frein esthétique, des habitudes. Ça peut, suivant la matière, être plus ou moins évident d'obtenir une couleur. On peut avoir des habitudes liées à un type de produit et une couleur qu'on ne pourra pas forcément garantir si on part sur du recyclé. On peut aussi, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, avoir des a priori sur la qualité d'un produit recyclé. Nous, évidemment, l'idée, c'est de produire des produits qui vont avoir des caractéristiques identiques, suivant s'il est en recyclé ou en matière vierge. Donc ensuite, il faut pouvoir sourcer cette matière recyclée qui présente des caractéristiques techniques souhaitées. Là, ça va être spécifique en fonction de chaque matière. On va avoir des problématiques aussi différentes en fonction du type de recyclé. Donc si on est sur plutôt du pré-consommateur ou du post-consommateur, ça va être variable suivant le type de produit. Si on part sur un recyclage plutôt en boucle fermée, nous sur les produits du bâtiment, on va récupérer des matières qui vont avoir 30 ou 40 ans. Donc ça pose un certain nombre de problématiques, notamment sur ce qu'on va appeler les substances héritées. Ça ne sera pas le cas pour toutes les matières, mais dans certaines, on peut avoir des substances qui sont aujourd'hui réglementées, et donc on va avoir peut-être plus de difficultés à trouver un gisement pour ces matières-là. Ensuite, le challenge aussi, c'est de réussir à avoir de la data sur cette matière. Une fois qu'on a trouvé une matière recyclée qui peut nous intéresser, qui présente de bonnes caractéristiques, qui est disponible, nous, il faut qu'on réussisse à avoir une sorte de passeport environnemental de cette matière, donc un éco-profil ou un EPD, pour que l'on puisse réutiliser ces informations dans nos calculs, dans un premier temps en interne en éco-conception, et ensuite à l'externe, quand on va faire la FDES ou l'EPD sur un logiciel, il faut qu'on puisse réutiliser les données de cette matière. Un autre frein également, ça peut être le côté normatif. Aujourd'hui, il y a certains types de produits qui n'autorisent pas l'utilisation de matières recyclées, ou alors dans des quantités limitées. Par exemple, aujourd'hui, pour tous les produits qui vont être en contact avec l'eau potable, l'adduction d'eau potable, notre travail, on va l'orienter plutôt sur la réduction de la masse, une optimisation de la conception, ou sur la sélection d'une matière avec une matière vierge, avec une empreinte carbone la plus intéressante possible. L'idée à la fin, en partant sur ces matières recyclées, c'est aussi de ne pas impacter nos process actuels, ne pas avoir à changer les moules ou à changer les machines, dans une idée aussi de limiter l'empreinte environnementale du changement de matière. Et sur des matières aujourd'hui, on creuse aussi d'autres pistes comme le bio-attribué, qui sont des matières qui utilisent le principe du mass balance. Donc c'est un petit peu comme l'électricité verte avec un système de crédit qui aujourd'hui n'est pas reconnu dans les FDES ou dans les EPD. Donc aujourd'hui, même si on est capable, on l'a fait, d'intégrer ces matières dans nos produits, on ne peut pas pour l'instant faire bénéficier nos clients de l'empreinte carbone réduite de ces matières.
Et si tu devais résumer ces discussions en un point essentiel pour notre public, quel serait-il? Alors, pour nous, vraiment, dans notre démarche d'éco-conception, s'appuyer sur l'analyse de cycle de vie, ça a vraiment permis euh, d'avoir des résultats qui sont parlants, visibles par tous. Euh, Après, c'est vraiment un travail d'équipe avec nos clients pour comprendre exactement leurs attentes, qui sont pas forcément les mêmes suivant les types de produits. Euh, c'est également un travail en interne pour avoir un engagement de toute l'entreprise. C'est essentiel dans cette démarche. Pour l'aspect plus lié au développement, je pense que c'est vraiment important de ne pas ajouter une, une sorte de lourdeur dans le process liée à l'ajout de cette partie analyse de cycle de vie. Donc, le défi, c'est vraiment de créer des outils qui soient simples, que ce soit vraiment à la fin pas perçu comme une contrainte, mais bien comme une aide à la décision, ce qui permet à la fin finalement de lancer des produits qui sont cohérents avec les enjeux actuels euh, et qu'on va pouvoir valoriser. C'est la dernière étape pour nous, valoriser à travers d'une FDES ou d'un EPD. Ça va dépendre un petit peu du marché que l'on vise. Merci. Merci beaucoup, David. Oui, je pense que l'éco-design, éco-conception, c'est une approche un peu nouvelle. Et je pense que tous les fabricants matériaux vont vraiment avoir des bénéfices si tu utilises cette approche aussi. Alors, j'ai une question aussi finale. Si vous voyez une augmentation de la demande des clients pour les CPD, Alors oui, on a vu une très forte augmentation. Alors pour la partie France, depuis l'arrivée de la RE 2020, euh, où là on a vraiment un besoin de mettre à disposition des FDES, donc les EPD français, euh, pour justifier de l'empreinte carbone de nos produits. Si on n'est pas capable de fournir ce type de document, nos clients vont devoir utiliser des données par défaut dans les calculs réglementaires, ce qui va finalement pénaliser leur projet, sachant que comme les seuils deviennent de plus en plus exigeants avec le temps, nous, c'est un engagement voilà, de fournir de plus en plus d'FDES pour nos produits. Pour la partie EPD, donc, on a aussi vu une augmentation de la demande, un petit peu en décalé par rapport à la demande qu'on a en France, mais c'est effectivement une demande qu'on va avoir pour la grande majorité aujourd'hui de nos produits. Donc, on réalise des EPD pour des gammes complètes. Là, le défi a été de trouver, pour la partie EPD, par exemple, un outil donc, qui nous permette de réaliser ces EPD, de passer tout le processus de vérification et de pouvoir les mettre à disposition des clients dans un délai qui soit le plus rapide possible. Voilà, c'est. oui, Et, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais dire pour cette là? Non? euh, non, aujourd'hui, vraiment, les EPD, on a aussi vu une évolution hein, de l'usage des EPD et des FDES, où avant, en tant que fabricant, on réalisait cet FDES ou cet EPD, on n'avait pas forcément de retour. Aujourd'hui, on voit que euh, tous nos clients s'intéressent vraiment aux résultats de ces FDES et ces EPD. C'est vraiment plus suffisant aujourd'hui de se dire on fait une FDES ou un EPD sur un produit et c'est bon. Il faut faire une FDES ou un EPD, mais il faut avoir un EPD ou une FDES qui soit bien placé, qui présente les avantages environnementaux de ce produit. Donc c'est vraiment l'étape finale de la partie éco-conception. Si on a mal fait notre éco-conception,
derrière la FDES ou le PD, finalement, ne sera pas forcément très utile pour nos clients. Et en parlant d'une étape finale, voilà, ceci, ça c'était la question finale. Merci beaucoup, David, pour cette Merci. discussion vraiment informative. Et je pense que tout le monde va trouver cette assez intéressante. Et merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Ciao.